Nous allons pouvoir approfondir le sujet de la professionnalisation avec Camille Mignard qui est là avec nous et qui est une péridante confirmée, elle aussi. Elle raconte avoir découvert sa capacité d'aide il y a plus de 10 ans lorsqu'elle animait les activités d'un jeune pour personnes cérébro-lésées, expérience qui l'a encouragée jusqu'à devenir péridante professionnelle en 2017. Au-delà de son expérience avec cette prise de conscience personnelle, elle souligne le fait que ces dernières années, le savoir expérientiel des patients a fait irruption dans la santé mentale. Elle est médiatrice de Santé Pair, diplômée en 2018 à l'université Paris 13. Ensuite, elle a travaillé 3 ans au Vinatier à Lyon dans divers services, centre ressources réhabilitation, centre référent de réhabilitation et unité fermée d'hospitalisation. Elle a participé au développement du DU, diplôme universitaire en santé mentale de Lyon, et à l'Observatoire du rétablissement. Cofondatrice et membre du conseil d'administration d'Esper, P-A-I-R-S, Esper Rhône, qu'elle a présidé entre 2019 et mai 2022 et qui aujourd'hui compte 12 salariés. Elle est formatrice indépendante depuis 2021. Passée de l'entraide à l'exercice professionnel de la péridance, puis à la formation des pères aidants, elle a acquis aujourd'hui un recul qui lui permet de balayer un panorama de cette nouvelle discipline dans sa diversité, avec les points de convergence, mais aussi les écueils et les limites. Et elle a nommé son intervention « La péridance professionnelle, des facettes multiples et des valeurs partagées ». C'est à vous, Camille Mignard. Bonjour à tous. C'est bon, ça marche, oui. Oui, ça marche très bien. D'accord. Allez-y, je vous transmettrai les questions à l'issue de votre intervention, comme pour les autres intervenants. Merci beaucoup, Hélène, de cette présentation. Merci à l'UNAFAM de m'avoir proposé d'intervenir. Alors, balayer toute la péridance professionnelle, je ne serais pas capable de le faire. Je vais vous donner un point de vue de ma place aujourd'hui. Effectivement, j'ai eu quelques expériences en péridance depuis quelques années et donc je vais partir de ça pour cette réflexion qui va être de toute façon lacunaire parce que c'est un chantier qui est encore en construction, la péridance professionnelle. Ça fait 10 ans que ça existe en France. On pourrait dire, ça fait à peu près 10 ans qu'il y a des péridants professionnels en France avec les médiateurs de santé pair, bien sûr, puis les médiateurs du chez-soi d'abord qui ont commencé. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui pratiquent la péridance professionnelle. Et déjà, on peut voir la pluralité des facettes par la pluralité des diplômes ou des parcours qui mènent à être un jour professionnel en péridance. Aujourd'hui, professionnel en péridance, c'est encore ouvert dans le sens qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément un diplôme validé qui pratiquent la péridance professionnelle. Déjà, ça, c'est une chose. Mais de plus en plus, c'est demandé de légitimer sa place de père aidant professionnel par un parcours de formation. Alors ça, c'est une première chose très importante. Je pense que on est à un stade où il y a des pères aidants, la plupart des pères aidants sont formés, qui pratiquent, mais il y a aussi des gens qui pratiquent encore sans formation, en tout cas sans formation validée. Donc, les principaux diplômes en France de péridance, il y a bien sûr la licence médiateur de santé pair, il y a le DU de péridance de Lyon, mais il y a aussi d'autres formations qui existent. Il y a le COFOR qui propose aussi des choses. Il y a les DU de péridance sont en train de se développer aussi. Il y a des projets pour essaimer, d'autres projets d'inspiration à Tours, par exemple, et à Bordeaux et à Lille pour la licence médiateur. Ça fait partie des choses qui sont en train d'évoluer aujourd'hui. Au niveau des différentes facettes, aujourd'hui, donc différents diplômes et aussi différents statuts. Au sein de la péridance professionnelle. Donc oui, il y a le bénévolat, Laurent en a parlé. Il y a beaucoup de gens qui passent par là avant de pratiquer, mais pas forcément. Il y a des gens qui directement vont devenir professionnels en péridance parce qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un métier. Et dans ce métier de père aidant, les statuts passent autant du salarié qui est intégré dans une équipe pluridisciplinaire à un statut de libéral
ou faire partie d'une plateforme autogérée. Voilà, donc ça, c'est les différentes formes de statuts qui existent aujourd'hui, je dirais, dans la professionnalisation, c'est-à-dire les personnes, si on définit qu'est-ce qu'un père aidant professionnel, un père aidant professionnel, c'est quelqu'un qui est rémunéré pour sa pratique de père aidance. Moi, je repars de ce principe-là. Donc, effectivement, ça fait qu'il y a des personnes qui sont formées et des personnes qui ne sont pas encore formées, mais ils pratiquent et ils sont salariés pour ça. Au niveau des salaires, c'est aussi pas du tout homogène. Il y a des gens qui sont au SMIC, il y a des gens qui gagnent 2 fois le SMIC. En moyenne, je crois que le salaire médian, c'est de l'ordre de. Il y avait Yves Vancenin qui avait fait une enquête, qui est un médiateur très connu à Marseille et qui avait il y a 1 ou 2 ans fait une enquête sur le salaire. C'est de l'ordre de la moyenne, il me semble, de 1500 euros, voilà, en moyenne. C'était il y a 2 ans. Les différentes facettes, c'est aussi, ça dépend aussi des différents lieux d'accueil, puisque la père aidance, elle se définit autant. Enfin, il y en a dans le sanitaire, dans le médico-social et à peu près à tous les niveaux. Il y en a effectivement dans les unités intra, c'est là que ça a beaucoup commencé dans le sanitaire. C'était un pari du CCEMS de dire on va aller là où c'est le plus difficile. Et voilà. Mais il y en a aussi en ambulatoire, il y en a dans les SAMSA, dans les SAVS, dans les équipes mobiles. Enfin voilà, il y a vraiment, aujourd'hui on peut dire que ça balaye de plus en plus tout le champ de l'accompagnement en santé mentale. La père aidance qu'on est et qui est à peu près, alors en termes de chiffres, les pères aidants professionnels qui travaillent en lien avec ces institutions, je pense que voilà, il y en a à peu près 150 quoi. Donc après, ça compte peut-être pas tous les pères aidants. Au niveau du nom, ça c'est aussi une différente facette. Il y avait des questions là, je voyais dans les interventions précédentes. Mais c'est quoi la différence entre un patient partenaire, un père aidant, un médiateur santé-père? Moi j'ai envie de dire, effectivement, c'est différents noms, mais se servir du savoir expérientiel et le recul qu'on a de son expérience et ce que ça nous a appris avec authenticité, ça c'est une valeur commune. Et après, ça prend différents noms encore aujourd'hui. Il n'y a pas de nom officiel. Si, il y a le père aidant professionnel qui englobe tout ça. Et selon son diplôme, selon sa formation, son absence de formation et ce qu'on fait exactement, mais ça reste de la père aidance professionnelle. Enfin, moi, c'est ce que j'en comprends aujourd'hui en France. Comment on parle de ce rôle-là, que des personnes concernées. Ça, c'est une valeur, c'est aussi un principe commun, c'est qu'on est concerné. On est concerné par quoi? Et là, ça devient un peu plus vaste parce que aujourd'hui, voilà, et là, c'est peut-être là qu'on peut différencier, par exemple, ce qu'on appelle le patient expert, comme disait Laurent, du global père aidant professionnel. On est concerné par un syndrome un jour d'effondrement et d'un parcours de rétablissement par rapport à cet effondrement. Ça, c'est quelque chose qui nous relie. C'est quelque chose qui nous relie, c'est ce parcours, voir de ce chemin de rétablissement qu'on est en train de faire. Voilà, le rétablissement aussi, ça c'est ce qui nous relie. Mais par contre, on ne comprend pas tous de la même façon ce chemin de rétablissement et c'est toujours difficile un petit peu de mettre un nom commun sur ce parcours de rétablissement. Ça, je vois bien qu'on a tous une façon un peu différente de parler de ça. Parce que le rétablissement, c'est quelque chose de très personnel. Voilà. Il y a une valeur, en fait, par contre, que je trouve qui transcende un peu tout dans tous les pères aidants que j'ai rencontrés, de par mon expérience professionnelle, autant dans le DU père aidance que à Esper, où j'ai occupé des places un peu de responsabilité. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient faire de la père aidance et tout. L'idée, c'est, on parle souvent que la père aidance, c'est un moyen d'horizontalité, de rendre horizontal les rapports entre les soignants, les soignés, d'aller dans la juste proximité. On pourrait dire que ça fait circuler les savoirs et ça encourage aussi les personnes ça favorise l'estime de soi des personnes accompagnées, puisqu'on est là pour effectivement donner quelque chose, donner notre expérience, partager autant dans le verbal que dans le non-verbal,
mais aussi recevoir. On accepte de recevoir. Et on peut être en même temps père aidant et père aidé. Et ça, c'est une façon de travailler dans l'accompagnement qui est spécifique à la père aidance, mais qui essaye aussi de perméabiliser les autres métiers et de travailler. Tout le monde travaille un peu avec sa vulnérabilité autant qu'avec ses forces. Et que voilà, qu'on soit tous un peu singuliers. Dans les valeurs communes, il y a donc cette écoute, cette envie de partage qui est important, cette façon de circuler. Et il y a une grande créativité, je trouve, aussi dans le métier de père aidant. Chacun s'en empare un peu de sa façon, avec sa savoir expérientiel. Et c'est pour ça qu'on peut voir beaucoup de facettes dans l'application de la père aidance, parce que chacun, en fait, va travailler avec aussi sa sensibilité. C'est entre la père aidance, entre l'art, pour moi, l'artisanat et des techniques plus scientifiques, voilà, qu'on apprend, un apprentissage qu'on peut apprendre, notamment en formation, si on a des formations qui permettent de faire ce recul-là. Mais voilà, c'est pas standard, il y a pas un père aidant standard. On va appliquer selon qui on est et où on travaille, différents outils. Alors, il y a des outils qui commencent à être spécifiques un peu de la père aidance, comme les directives anticipées. Il y a accompagner les personnes à rédiger leur plan de crise, ça, c'est de plus en plus, voilà, puisque c'est de plus en plus, excusez-moi, je perds mes mots. Il y a les directives anticipées, ça fait partie des outils que les pères aidants peuvent s'en emparer et sur lesquels ils ont été assez précurseurs. Ensuite, je vois que le temps passe. Je vais essayer d'aller à la fin de tout ce que je voulais dire. Oui, on parle beaucoup aussi du regard non médical de la père aidance. Le regard non médical de la père aidance, c'est très important. On se détache du regard biomédical, mais on oublie souvent, et ça, parce que je pense que la père aidance a émergé beaucoup dans le sanitaire au début. Moi, j'ai envie de dire aussi un regard non éducateur, type non médico-social standard. Il y a beaucoup dans la père aidance des gens qui ont cette culture du médico-social de par leur parcours expérientiel passé, et en fait se faire une identité propre de père aidant professionnel, c'est se détacher autant du médico-centré que du médico-social centré. Et faire son identité propre de père aidant professionnel, c'est pour moi, ce serait vraiment se rappeler que les personnes accompagnées ont une valeur, ont vraiment quelque chose à apporter. Ils ont chacun leur humanité, et c'est par leur humanité que leur rappeler qu'ils sont forts et qu'on va pouvoir, qu'ils puissent se rétablir. Et voilà. Et tout ça dans le non-jugement. Voilà, bon, je m'arrêtais là. Donc, si vous avez des questions, merci. Oui, merci beaucoup Camille. En effet, il y a beaucoup de questions. Merci d'abord pour cette belle intervention. Merci de tout ce panorama. Merci d'avoir partagé votre point de vue et votre expérience et même certains défis. Des nombreux remerciements dans le chat. Vous les verrez plus tard, Camille. Des questions précises. Une question de Sarah Auguste. Comment travaille un père aidant en libéral ? Alors un père aidant en libéral, il travaille déjà. Il y a différentes façons de pratiquer en libéral. Il y a des pères aidants qui choisissent de faire plutôt du coaching, de la formation, ou ils se mettent aussi en convention avec des établissements et ils travaillent. Du coup, ils sont employés sur des missions d'accompagnement pour les établissements auxquels ils travaillent. Ils peuvent aussi, il y a certains libéraux qui vont à domicile des gens, donc ils peuvent. Il y a certains des libéraux, c'est un statut où on n'a pas de supérieur hiérarchique, on travaille seul, on n'est pas dans une plateforme autogérée comme Iceper par exemple. On est seul, mais on peut être amené à collaborer avec d'autres.
Et il y a il y a des libéraux qui cherchent des moyens de communiquer avec d'autres pères aidants pour ne pas être seul dans sa pratique et pour, par des moyens d'intervision, continuer à se former, à progresser et aussi à pas perdre pied. Enfin voilà, c'est un peu le défi du libéral, comme dans tout métier d'accompagnement. Je pense, voilà, être dans une équipe ou être seul, c'est différentes façons différents défis à relever. Ok, une question et même plusieurs qui se rejoignent concernant les relations entre père aidant et père aidé et le fait de la professionnalisation du père aidé, ce que produit ce changement du fait de la rémunération. Un participant a même parlé de l'introduction des euros avec un clin d'œil dans cette relation. Et une question précise que je voulais vous transmettre, Camille. Depuis cette déhorizontalisation des relations avec cette nouvelle hiérarchie entre le père aidant sachant et le père aidé, n'y a-t-il pas un changement qui est remarquable ou péjorant? C'est repris aussi par... donc ça, c'était une question de Edoxy Allier et c'est repris par Joan Sidawi et qui dit « Est-ce qu'il n'y a pas une perte de la liberté de ton ?» Alors, donc, je vais essayer de répondre un peu à toutes ces questions. Il y a beaucoup de questions dans une question là. C'est cette idée-là de qu'est-ce que ça change de professionnaliser et est-ce que du coup il y a pas une verticalité? Moi, je trouve qu'il y a des avantages au statut professionnel par rapport déjà à la légitimité dans une équipe. Aussi, il y a les rapports avec la personne accompagnée. Il y a le rapport aussi avec l'équipe dans laquelle on travaille. Donc, par rapport à la personne accompagnée, moi, dans mon expérience, j'ai pas vu que ça puisse, si le père aidant, il est dans la circulation du savoir, si justement il s'applique et aussi dans sa posture à être dans le fait que la personne lui apporte des choses. C'est ça, pour moi, l'horizontalité, c'est que la personne qu'on rencontre, on parle de rencontre. Moi, je parle de plus en plus de rencontres, pas d'entretien ou de consultation, etc. Et ça, voilà, on se rencontre. Mais après, on passe toute la journée à rencontrer des gens. Donc, au bout d'un moment, il faut en vivre, en fait. Si on part un peu de ces principes-là, c'est juste ça. Et il y a certes des euros, mais par exemple, c'est de beaucoup de pères aidants. Bon, il y a les libéraux où il y a un rapport pécunier direct avec la personne aidée, mais dans le public, il n'y a pas de rapport direct avec la personne aidée d'argent, puisque voilà, il y a c'est un salariat. Et donc, si on est dans cet esprit de rencontre, c'est pas gênant pour moi le fait d'être rémunéré. C'est pas gênant, ça contribue peut-être aussi à une certaine liberté et une manque de pression par rapport au père aidant, Et après, c'est vrai que j'ai parlé père aidant, père aidé. Je suis pas toujours à l'aise avec ce terme, mais c'est très compliqué de dire entre pairs. On pourrait dire entre pairs, parce que justement dans cette circulation, moi, j'insiste, je remercie. Et ça peut se verbaliser comme ça. On remercie les personnes pendant les rencontres de ce qu'ils nous ont apporté parce que ça les valorise et ils se sentent aussi aidants. Voilà. Ça fait partie du rôle du père aidant que l'autre se trouve aidant aussi. Et voilà. Donc, voilà. Et par rapport aux autres professionnels, oui, ça on gagne en légitimité en étant salarié, enfin en étant rémunéré d'une façon ou d'une autre, salarié ou à son compte, puisque on est au même statut que les autres. Et là, ça j'ai remarqué par contre que c'est vrai que le bénévolat a certes des avantages dans certaines conditions, mais le salarié a cet avantage, enfin le statut rémunéré, d'être sur un pied d'égalité avec le reste de l'équipe. Et ça c'est très important pour pouvoir avancer ensemble. Et je termine par une dernière question qui rejoint celle-là, cette façon de collaborer évidemment. De mots d'Anaïs relayés par Thierry Fulchiron. Est-ce que la pérédance, c'est co-construire ensemble dans une dynamique de rétablissement partagé? Est-ce qu'on peut dire ça de la pérédance? Co-construire. Oui, co-construire. Oui, il y a beaucoup d'idées de co-construction dans la pérédance parce que c'est
c'est les danses aussi, ça part de l'entraide. C'est rien que pour ça, on fait pas seul, quoi. Et la paire aidance, par définition, c'est le fait qu'on est plus fort à plusieurs. Donc oui, il y a cet esprit de co-construction qui est un socle de la paire aidance. Et le chemin de rétablissement, un chemin de rétablissement comme la deuxième partie, c'était quoi le mot? Parce que c'est important, vous pouvez me rappeler. Co-construire ensemble dans une dynamique de rétablissement partagé. Ah, une dynamique de rétablissement partagé. Je pense que c'est favoriser le rétablissement. Il y a cette dynamique à mettre en place de rétablissement, qui n'est pas toujours, qui est très 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 divers, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, on met beaucoup de choses encore dans le rétablissement. Même si on part du principe qu'il y a différents, enfin voilà, le rétablissement a différentes facettes sociales, biomédicales. Et fonctionnelles et là c'est rétablissement personnel si on part de ce principe. Après cette dynamique de rétablissement, elle est ça se complémente. Il y a une envie d'être dans le rétablissement, mais après je dirais pas que c'est commun, c'est justement favoriser la diversité. Enfin voilà, c'est un peu ok, un peu plus compliqué. Par contre, je voulais juste ah voilà. Pardon. Oui, je voulais juste insister sur, il y a quelque chose justement qui va dans le sens de la diversité, et peut-être que c'est plus clair là c'est que avant tout pour moi la paire aidance c'est travailler l'authenticité et l'entièreté dans les rapports. Et donc quand on est entier et authentique dans les rapports, là on est dans un chemin de paire aidance, parce que la paire aidance c'est faire avec ce qu'on est et d'être une personne à part entière et faire avec ce qu'on est authentique dans les rapports à l'autre et travailler cette authenticité. Voilà, je voulais finir là-dessus. C'est parfait, vraiment parfait de terminer cette intervention et ces échanges sur cette notion-là qui est vraiment parlante, l'authenticité. Merci beaucoup.